Une question qui vient... Bonjour, donc Sébastien Caillot de Caillot STI. Ma question était un peu celle-là, c'était effectivement très intéressé de ma part de savoir si vous aviez prévu de partager avec vos sous-traitants, vos fournisseurs, vos prestataires un certain nombre de ces travaux, si vous aviez prévu effectivement d'ouvrir vos académies, puis aussi un peu de réfléchir à la manière de le faire, puisqu'on sait qu'il y a eu des précédents, notamment dans l'automobile, où les choses étaient assez directives, et finalement ce qu'on cherchait c'était des alignements organisationnels. On a vu que ça a marché avec plus ou moins de succès. Donc il y a peut-être aussi moyen maintenant aujourd'hui de travailler sur des méthodes plus collaboratives et de définir un modèle ensemble qui soit un modèle qui marche dans toutes les entreprises d'une même chaîne de valeur. Des éléments de réponse? Non, juste pour dire que chez Sanofi, on n'est pas encore parti dans cette réflexion. Hein. Comme on vous l'a dit, c'est quand même une démarche qui est encore relativement récente. Hein, donc nous avons déjà, je dirais, fort à faire avec nos équipes internes et toute la diversité des activités, des sociétés, des sites. Ça fait déjà pas mal de diversité, pas mal de benchmarks et pas mal d'échanges rien qu'en restant dans ce petit monde. Et bon, la réflexion est sans conteste intéressante, d'autant plus qu'on a pas mal de production à outsourcer quand même, et donc nous sommes quand même très concernés, je dirais, par le sujet de la sous-traitance, hein. Et ça nous occupe pas mal de nos équipes supply chain, mais pour l'instant c'est je dirais juste une idée d'étape 2 ou 3 à développer, mais qui n'a pas du tout été travaillée. Là, on a vu des... Donc là-dessus, je pense que tu avais un slide et on est d'une banalité terrible, Karine, parce qu'on a le même chez nous, c'est le slide de la pyramide, quoi. Donc c'est effectivement de se dire qu'il y a toute une frange de population qui est entre 6 mois d'expérience et puis 6-7 ans. Tu en as une qui est entre 7 ans et 12 ans, et puis tu as au-delà de 12 ans d'expérience. Et effectivement, il faut avoir dans une académie la capacité à avoir cette montée en puissance de compétences. Voilà, chez nous, ça se traduit quoi? Ça se traduit que sur les fondamentaux de la supply chain management, qui est plutôt une formation dédiée entre 6 mois et 5-6 ans d'expérience, on fait basique sur supply chain management. Et pour les gens qui sont plutôt à 8-10 ans, on est sur Certified Supply Chain Professional. Voilà, il faut monter en gamme dans le fond et puis après faire des modules plus verticaux, parce qu'effectivement, quelqu'un qui est dans la planification usine peut avoir des besoins très spécifiques, quelqu'un qui est sur la partie achat peut avoir des besoins très spécifiques. Donc il faut jongler avec les niveaux et le côté généraliste versus la profondeur que tu veux donner sur une thématique particulière de formation. Pour chez nous, on fait pas mal de formations sur les sites. Par exemple, un domaine que je connais mieux sont les sites de distribution où effectivement on a pas mal de populations de caristes, de préparateurs de commandes, etc. Là, nous avons des formations qui sont plus organisées par site. Pour le moment, nous n'avons pas lancé de programme, disons, au niveau corporate pour ces personnes. Et on passe quand même pas mal d'heures de formation sur les sites chaque année avec le turnover, avec ces problématiques à gérer. Après, est-ce qu'il y a un besoin de globaliser Oui, en fait, sur certains métiers, en fait, on est resté vraiment local, hein, puisqu'on a des... par exemple, Michel prenait l'exemple effectivement sur nos sites de distribution, le cariste, il est formé en fait localement et ça c'est géré par les équipes en fait locales. Nous, comme on est en fait global et que notre souhait c'est aussi de pas uniquement de se focaliser donc sur certains périmètres, mais vraiment englober l'ensemble de la supply. On est vraiment plus sur d'autres populations en fait. Hein. Je dirais par rapport à quand on a lancé les programmes académie, dans nos publics, un public aussi très varié, hein, puisque on a d'un Head of Supply Chain d'une région d'Amérique latine, pour le citer, au Brésil maintenant, qui a fait le programme, et en même temps dans le programme on avait des demand planners sur site, hein, donc c'était un public assez varié.
Mais chaque pays a aussi ses programmes en fait de formation qui sont vraiment des formations locales. Nous, on est vraiment plutôt sur du global. Et puis, je vous disais tout à l'heure, effectivement, les programmes à ce jour qu'on a développés le sont en anglais. Juste réagir sur cette question. Oui, vous avez raison. Nous devrions dans l'avenir de plus en plus, y compris sur l'ensemble des métiers de base de la supply chain, dans toute formation, qu'il y ait un minimum de vision globale de la chaîne. J'ai eu l'occasion d'y réfléchir, d'y travailler à certaines occasions. Ce qui semblait, parce que c'est parfois des personnes qui ont certaines difficultés d'abstraction, ce qui semblait le mieux marcher, c'était de partir évidemment des opérations qu'ils ont à faire et de montrer les conséquences s'ils le font bien ou s'ils font des erreurs sur l'ensemble de la chaîne. En disant voilà un préparateur de commande, s'il se trompe sur un colis, quelles conséquences? Vous avez du client, du service client, donc du coup on peut parler de service client, erreur d'inventaire ensuite derrière, parce qu'on a cru qu'on prenait tel produit plutôt que tel autre, donc conséquences financières. Le stock est mauvais, donc dans un premier temps on ne fabrique pas le produit, ou au contraire on en fabrique alors que, voilà. Et idem évidemment pour un chauffeur routier ou pour un simple cariste. Et du coup on comprend bien ce qu'est une chaîne logistique par l'interaction entre les différents acteurs. Donc une question sur le sens, en fait, hein, le sens pour les caristes, le sens pour les directeurs généraux. Faut-il le donner? Oui, vous avez quelque chose à dire? Non. Alors, il y a une question ici, ensuite il y a une question devant. Une question... Bonjour, Claire Edouin. J'ai un profil atypique en supply chain, en transition professionnelle, a priori pour plus longtemps. Voilà. Donc j'ai une question par rapport à vos écarts. Donc vous nous avez montré le graphique. Voilà, donc votre collaborateur verra qu'il a un écart par rapport peut-être à un poste qui cible, ou à la rigueur, vous allez devoir, vous, en tant que RH, faire des choix entre différentes personnes qui se positionnent peut-être sur des postes communs. Quel poids, est-ce que vous avez déjà défini des grilles? Quel poids vous attribuez aux compétences par rapport à l'envie, par rapport à la personnalité, par rapport... Est-ce que vous avez déjà défini ça? Le hard et le soft revient à toute puissance. Alors non, en fait. Comme je disais tout à l'heure, on ne veut pas faire un outil d'évaluation. L'idée, c'est plus de discuter, d'échanger, de préparer son plan de développement, de se dire, voilà, si j'ai un écart, alors d'abord, pourquoi? Parce que c'est aussi de la perception. Le collaborateur s'auto-évalue et son manager peut le positionner. Mais non, on est vraiment sur comment je prépare en fait mon plan de développement et quelles compétences en fait j'aurais besoin de développer pour aller vers tel ou tel métier, sur quoi je dois me développer. Donc on n'est pas du tout en fait sur il y a un écart donc je dois faire quelque chose. Il peut y avoir un écart et on n'a pas d'obligation, je dirais, voilà, ça dépend comment, ça dépend si le collaborateur a envie de se développer ou pas. Enfin voilà, donc on n'est pas du tout en fait dans cette démarche-là. On est vraiment sur quelles sont les compétences à acquérir. Vous avez la possibilité, vous le faites ou pas, il n'y a pas d'obligation. C'est pour vous, c'est vraiment un outil de développement. Et on part du principe en fait chez Sanofi que c'est le collaborateur en fait, c'est à lui de prendre le lead en fait sur son développement professionnel. Donc il y a des gens aussi, moi j'ai des gens parfois qui me disent mais moi Karine, j'ai pas envie de bouger. On sait aussi que, alors on parle beaucoup de formation, mais je pense que un des éléments clés quand même dans le développement et dans l'apprentissage, et ça Alain le disait tout à l'heure, c'est pas forcément ce qu'on apprend ni sur les bancs de l'école, ni en formation, mais vraiment en application, quand on se retrouve dans des situations, et notamment des situations parfois de crise, ou parfois avec un management un peu compliqué, etc. Tout ça, c'est aussi en fait de la formation et de l'apprentissage.
Donc l'idée, c'est vraiment de donner en fait une vue d'ensemble sur nos compétences et donner la possibilité à chacun de voir quelles compétences il doit acquérir, etc. Donc il n'y a pas du tout de notion de ça enclenche quelque chose. Ce que j'avais présenté aussi, et ça c'était un des points clés quand on a lancé le chantier, c'était vraiment de se dire on part sur des choses simples. Parce que sinon, on sait très bien que les choses très compliquées, c'est très sophistiqué, etc., ça marche une année, puis après les gens disent ah bah attends, les tableaux à remplir dans tous les sens, nous on n'a pas le temps, machin, on ne sait pas trop à quoi ça va servir, et hop, on met ça sur l'étagère. Enfin, maintenant on n'a plus d'étagère, mais, on met ça dans un coin de sa tête ou dans un coin de son ordinateur, et puis on n'y revient plus, et c'est dommage. Donc l'idée c'est vraiment de s'en servir comme un booster dans son développement. Merci beaucoup. Alors, je reçois des SMS toutes les 5 minutes concernant la progression de nos champions là, dans l'entrepôt transformé en salle de jeu. Donc, à partir de maintenant, on peut commencer à se diriger vers nos camarades joueurs. Moi, j'avais quand même une question à poser à Valérie parce que j'avais très envie de savoir. Les équipes supply chain sont par nature internationales et donc délocalisées. Parfois, elles sont tout autour du monde. Donc, comment faire pour animer la progression professionnelle d'équipes qui se trouvent tout autour du monde? Valérie a travaillé sur ce sujet avec le MIT. Oui, alors, d'abord, c'est pas que tout autour du monde, hein. Je voudrais là aussi remettre en perspective, c'était un peu l'introduction d'Alain, mais effectivement, la distance et la gestion d'équipe à distance, je pense que c'est une vraie question dans la supply chain, quelle qu'elle soit, entre les gens du siège, les gens dans les sites logistiques, dans les usines, et évidemment aussi à l'international. On voit que les équipes sont de plus en plus éclatées. Alors, je voudrais juste... Vous avez tous des expériences de gestion de ce genre de choses. Je voudrais juste partager avec vous très rapidement, effectivement, une expérimentation, une recherche, finalement. D'ailleurs, si on parle de recherche, j'aurais pu le dire en introduction, une autre chose qui ne fait que renforcer tout ce qu'on a dit ce matin, c'est que dans une étude très récente qui a interrogé 1500 supply chain managers dans le monde entier, la gestion à 2020, avec leur vision à 2020 des priorités des challenges de la supply chain, la gestion des talents a véritablement été identifiée comme une des priorités. Donc voilà, vous n'avez pas perdu votre matinée, ça c'est le premier message. Le deuxième, c'est que l'expérience du MIT, à travers alors, le jeu, donc Fresh Connection, que vous allez voir là, ils ont voulu en tirer une recherche, c'est-à-dire que sur leurs différents programmes de supply chain management et de formation de dirigeants de supply chain management, et ils sont associés avec le MIT Amérique du Sud, le MIT en Asie qui est en Malaisie et le MIT Europe qui est basé en Espagne. Donc ils ont des équipes de participants dans tous ces pôles et évidemment aussi au MIT originel, donc à Boston aux États-Unis. Et ils ont volontairement voulu faire des équipes de joueurs qui sont éclatées. C'est-à-dire que dans chaque équipe, il y avait un participant d'Amérique du Sud, un participant aux États-Unis, un participant en Asie, un participant en Europe. Et ils ont observé ça à travers une vingtaine d'équipes, hein, donc une centaine de personnes, pour voir quels étaient les effets avec des équipes contrôle qui, elles, étaient colocalisées, pour voir quels étaient les effets, finalement, du management à distance et comment performaient les équipes éclatées par rapport aux équipes colocalisées. Alors, les résultats de cette recherche montrent, je pense que vous en êtes tous, vous le vivez au quotidien, que c'est pas facile hein, de gérer une équipe et d'être une équipe qui est éclatée au niveau géographique. Et dans tous les cas, la performance des équipes éclatées était plus faible que la performance des équipes colocalisées. Que, en plus, l'écart de performance entre les deux augmenté au cours du temps, c'est-à-dire qu'au départ, ils étaient tous motivés, ils avaient été boostés sur le projet, etc. Mais au fur et à mesure du temps, quand ils ne se rencontraient pas, et ils ne s'étaient jamais rencontrés, la performance baissait encore, la motivation baissait, l'implication baissait. En revanche, ils ont à mi-parcours organisé une rencontre physique entre les participants, et là, on voyait que la performance redécollait.
Et ça, dans d'autres types de recherches auxquelles j'ai pu participer sur la gestion de projets virtuels à distance, on l'observe complètement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie nécessité à ce que les participants des équipes se rencontrent périodiquement, et on le sent, c'est pas pour rien, on est quand même des êtres humains, donc on a besoin aussi de se rencontrer, de connaître son visage, de savoir, voilà, et ça aide véritablement à l'amélioration de la performance. Alors parmi les autres critères, bon, il y en a un certain nombre, mais qui améliorent aussi la performance, notamment des équipes éclatées. Il y a la confiance qu'ils attribuent, alors ça a été fait sur questionnaire, aux autres membres de l'équipe. Il y a également des compétences personnelles, notamment en termes analytiques, intellectuelles, etc. En revanche, il n'y a pas eu, alors peut-être, bon, l'échantillon n'est pas non plus énorme, mais il n'y a pas eu de conclusion sur des proximités éventuellement culturelles, parce que ces gens-là, ils étaient localisés un peu partout dans le monde, mais on pouvait très bien avoir un Italien au MIT à Boston et, j'en sais rien, moi, un Américain en Malaisie. Donc, il n'y a pas eu en tout cas de résultats probants là-dessus. En revanche, là aussi, sur d'autres études sur lesquelles je travaille, c'est intéressant d'approfondir ces facteurs-là quand vous avez des équipes qui sont à distance, notamment les fuseaux horaires. On voit, toutes les recherches le montrent, c'est-à-dire que la distance géographique est grande, mais si le nombre de fuseaux horaires, c'est du bon sens, mais ça se prouve scientifiquement, le nombre de fuseaux horaires est réduit, ça facilite quand même grandement la coordination dans l'équipe, donc ça c'est un facteur. Et puis après, les écarts que je disais culturels sont importants aussi, c'est-à-dire que par exemple, quand on parle la même langue, même si on est à l'autre bout de la planète, ça facilite grandement la coordination. Quand il y a des passés politiques, culturels, des structures réglementaires, administratives, etc., qui peuvent être relativement proches, ça crée aussi du lien qui facilite ce genre de coordination. Voilà, c'était juste pour, je ne sais pas, ce que vous avez, vous, comme expérience, si vous voulez peut-être qu'on rebondisse là-dessus au déjeuner, parce que je crois qu'on ne peut pas rester dans cette salle. Merci beaucoup Valérie. On va clore effectivement la matinée. Je pense que les échanges étaient très riches et j'ai l'impression quand même qu'on arrive à une sorte de conclusion qui serait qu'il y a encore un bel avenir pour les rencontres locales avec des êtres humains qui peuvent se toucher et qui peuvent se parler, échanger au sein d'associations professionnelles, au sein d'initiatives comme celle d'Euralogistique. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, même si bien sûr il faut s'adapter aux supply chains modernes qui sont par nature de plus en plus étendues.